Bonjour à tous. Il y a encore beaucoup trop de mélomanes qui pensent que la musique de Franz Liszt est seulement l'affaire de virtuosité. On reconnaît volontiers le fameux pianiste comme l'inventeur du récital moderne, le créateur du poème symphonique et le premier pianiste du XIXe siècle, développant une technique d'avant-garde dont lui ne parle pas abondamment, mais que sa musique dévoile à chaque mesure. On ne sait pas toujours, par contre, la profondeur qui anime son propos. C'est, il me semble, oublier que sous l'étoffe d'un héros pianistique se cache un compositeur de tout premier plan, un homme que la réflexion, la culture, l'érudition même, l'émotion et la spiritualité placent au premier rang des génies du romantisme et des hommes du XIXe siècle. Et pour nous accompagner dans ce voyage lystien, nous avons encore l'immense chance de pouvoir bénéficier de l'extraordinaire talent de la pianiste liégeoise Maud Renier. Je la remercie de tout cœur. Mais si cette virtuosité est bel et bien présente dans la musique de Franz Liszt, si elle occupe une bonne place au sein des œuvres pour piano du maître, elle n'a pas pour but l'acrobatie gratuite que bon nombre d'esprits chagrins lui attribuent encore. Le problème est bien plus complexe que ces vagues idées reçues. On sait que Paganini fut un modèle pour Liszt, un exemple très rapidement surpassé d'ailleurs. L'homme romantique, on le sait, centre désormais une bonne part de ses réflexions sur son individualité. Celle-ci résulte d'une nouvelle perception du monde, moins assujettie à l'autorité divine des siècles précédents. La nature au sens large, et avec une majuscule, se substitue à l'ancienne vision anthropomorphique pour devenir le tout dans lequel l'homme désire se fondre. Oui, la nature est en quelque sorte la nouvelle divinité. La vie s'inscrit donc dans son cycle perpétuel. Cela signifie ni plus ni moins que l'homme participant lui aussi à la nature s'insère dans ces cycles et refleurit éternellement avec elle au printemps. Gustave Mahler fera encore usage de cette image à la fin de son sublime Chant de la Terre en 1907. Trouver en soi les ressources de l'absolu implique un dépassement de l'inertie humaine et l'acquisition d'une liberté nouvelle. C'est pour le musicien la virtuosité instrumentale qui répond magistralement à cette démarche, en fait bien plus spirituelle que spectaculaire. En effet, dépasser ses propres limites, repousser l'impossible dans le jeu musical ne procure pas pour Franz Liszt une satisfaction primaire de sage savant, mais crée un sentiment de transcendance, au sens de ce qui est au-delà de ce que l'on admet communément être capable par l'être humain. Cela crée l'illusion d'une fusion avec l'absolu et d'une totale liberté. Atteindre cet état, c'est s'extraire du temps ordinaire, c'est ressentir ce que les grands mystiques semblent avoir également perçu comme une forme temporaire de rédemption. La virtuosité, appliquée à un tel niveau, devient une philosophie et une approche autant spirituelle que physique. Ici s'applique sans doute plus qu'ailleurs la fameuse maxime mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. La virtuosité déployée dans les jeux d'eau se présente comme une méditation profonde, dans un style annonçant Claude Debussy, sur l'essence symbolique d'un jeu d'eau, qui laisse transparaître, entre l'écoute, une mélodie profondément mélancolique. Souvenir ému de la Villa d'Est et témoin d'un espoir de rédemption par la phrase de Saint Jean que Liszt écrit à l'entrée de celle-ci. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira dans la vie éternelle. Les écus d'exécution transcendante, le mot est lancé par le titre même du recueil que Franz Liszt lui donne, sont un sommet de difficulté pianistique. Elles combinent et cumulent les prouesses techniques comme encore jamais auparavant. Pourtant, elles ne sont pas que cela. Leur écriture est profonde, expressive et dense, réfléchie et surtout très suggestive. Écoutez ces quelques traits de chasse-neige qui évoquent le vent tempétueux qui forme les congères.
du vent qui simplement souffle la neige pour former les congères. Il est bien plus violent que cela, plus puissant, plus existentiel. C'est celui qui efface toute trace de passage, celui qui génère l'oubli et qui médite sur l'importance de l'être ici-bas et sa relativité. Il y a dans ces 12 études une poétique exceptionnelle, qui répond à l'autre pan de la pensée romantique, celle que Schopenhauer accordait à la seule musique, l'expression de l'absolu. Liszt, comme beaucoup d'autres compositeurs romantiques, en a bien conscience, et chaque pièce est, en plus d'un outil perfectionné de technique, une vision poétique complètement autonome, existentielle et puissante. Les études, en effet, donnent tout, d'ailleurs comme les années de pèlerinage, à percevoir l'essence du monde, l'essence de la nature, l'essence de l'homme, rien que cela. Ultime magie, sortilège bienfaisant, miroir de l'âme, elles sont tous là. Les quelques notes des jeux d'eau à la Villa d'Este entendues tout à l'heure, et que vous entendez encore en arrière-plan pour l'instant, sont porteuses d'un programme symbolique, tout comme Chasse-Neige d'ailleurs, et bien d'autres pièces au titre tout aussi suggestif. Symbolique, oui, car le piano évoque les jeux d'eau, et nous les reconnaissons. Pourtant, le piano n'est pas un jeu d'eau, il en génère le symbole, mais jamais de l'eau n'est sortie d'un piano. Souvent, dans son œuvre, Franz Liszt nous conduit au cœur du propos, dans son intimité et dans ses visions habitées. Mais il nous offre aussi la possibilité d'entrer en nous-mêmes et de générer notre propre image du jeu d'eau ou du vent d'hiver qui, dans leur mouvement perpétuel, résume aussi une métaphore du temps qui passe et de la mélancolie qui en résulte, si proche, finalement, du spleen baudelairien. Pas surprenant non plus que Liszt ait été tellement bouleversé par les grands poètes, Pétrarque, Dante et surtout par le fameux mythe de Faust, lui qui tout jeune encore rencontrait le grand Goethe et s'imprégnait de ses questions existentielles. Faust, cet homme qui cherche inlassablement l'absolu en se leurrant dans une jeunesse éternelle et qui, à travers la découverte de l'amour sublime, a fait rimer la majuscule du mot avec celle d'absolu. Conséquence de tout cela, un piano-orchestre, dont les sonorités sont infinies, comme les combinaisons d'instruments sont elles aussi infinies. Orchestre symphonique puissant parfois, le piano de Liszt déplace des montagnes et semble n'avoir aucune limite. Simple voix à d'autres moments, il peut chanter l'amour, l'amour sensuel ou l'amour sublime, celui qui habite la vie des humains, mais aussi celui qui les porte au seuil de la mort comme un outil de rédemption. La pensée de Richard Wagner cohabite avec la sienne, et les deux hommes étaient proches. Le piano multiforme de Liszt et son orchestre novateur développent d'innombrables échos, d'allusions et paraphrases de tous les héros du maître de Bayreuth, qu'il perçoit dans toute leur profonde quête existentielle, et que ses immenses moyens créatifs, sa formidable aisance dans les techniques d'écriture, révèlent merveilleusement. Cet extrait de La mort d'amour d'Isolde, à la fin de l'opéra de Richard Wagner, Tristan und Isolde, nous plonge dans une extase sublime, où la transcendance instrumentale et philosophique touche à son comble dans l'extase de la fusion de l'être avec le monde. Les derniers mots d'Isolde sont clairs et bouleversants à ce sujet. Dois-je m'évaporer en suave senteur dans le flux frémissant, l'écho retentissant, le flot universel de la respiration du monde? Faut-il que je m'engloutisse et que je me noie sans conscience? L'une des pièces les plus célèbres de Franz Liszt, souvent écoutée comme un simple nocturne d'ailleurs, contient pourtant l'essence de son propos. Le Liebestraum numéro 3, magnifique rêve d'amour, tire son origine d'une mélodie.
Si le lead original reste au niveau du poème et en illustre ses mots, ses phrases et ses idées, le Nocturne pour piano semble aller beaucoup plus loin et rejoindre en 3 phases le propos de Liszt à travers toutes ses grandes œuvres, toutes celles qui évoquent Faust, Dante ou encore Pétrarque. Une profonde réflexion sur la nature de l'amour qui se métamorphose à partir d'un thème unique. Le morceau se déroule donc en 3 phases de nature très différentes les unes des autres. En premier lieu, la mélodie est exposée sobrement dans son registre médium, laissant des arpèges très simples colorer le chant, lui donner un léger halo sonore. Et je dis bien chant, car on sent ici l'influence du lead, mais plus encore du bel canto, comme dans les nocturnes de Chopin, le chant sublime de Bellini n'est pas loin. La mélodie se présente donc comme objective, entourée des arpèges qui sont l'environnement du rêve. Nous l'appellerons l'image de l'amour. Simplicité, efficacité, temps éthéré, finalement assez proche d'une prière dans les enchaînements harmoniques, cette première partie débouche sur un bref récitatif qui finit par déployer un grand trait virtuose et ornemental qui se présente comme le voile du rêve, passerelle vers le deuxième état de l'amour. La deuxième partie est très différente. D'abord parce qu'elle propose la mélodie dans l'aigu. Ainsi, elle est plus présente, elle arrive à notre conscience, elle prend une forme physique et en conséquence, elle s'envole, elle devient sensuelle, elle est l'illustration du désir, de la passion et elle aboutit à un climax presque érotique en toute fin de section. Elle est l'amour charnel. Après ce moment extraordinaire, tout aussi sensuel que d'une virtuosité absolument stupéfiante, tout semble s'apaiser pour amener la troisième et dernière partie de la pièce. Celle-ci a pris des allures presque méditatives, des attitudes contemplatives. Les tournures sont de plus en plus religieuses. Liszt était un homme très croyant et trouvait dans le parcours philosophique faustien un écho de sa propre quête et de sa tentative d'accession à une éternité libérée. Alors le temps se suspend, tout semble planer au-delà du monde, en une sorte de rédemption qui n'a d'égal que les derniers vers du chœur mystique du second Faust de Goethe, si important dans la pensée de Franz Liszt. Toute chose périssable est un symbole seulement. L'imparfait, l'irréalisable, devient ici événement. Ce que l'on ne pouvait décrire ici s'accomplit enfin, et l'éternel féminin, toujours plus haut, nous attire. Écoutons donc Maud Renier nous interpréter magistralement ce magnifique Liebestrom.
Le Liebestraum numéro 3 nous propose donc un parcours à travers la vision idéale de l'amour selon Liszt. Passant du rêve de cet idéal, justement, nous entraînant dans la sensualité de l'amour, avant de finalement, dans une métamorphose saisissante, entrer dans une extase contemplative, intemporelle et dématérialisée. Car ce qu'il faut encore ajouter, c'est que pour l'homme romantique, et pour Liszt en particulier, l'explosion sensuelle représente non seulement une catharsis, une expulsion des passions, mais aussi et peut-être surtout une petite mort, permettant la bascule de notre monde terrestre à celui qu'il espère ailleurs. On peut d'ailleurs se demander si les fameux nuages gris, cette saisissante et minuscule pièce composée dans sa dernière période créatrice, avec son langage extrêmement moderne, ramené à l'essentiel, vous ne pouvez ôter une seule note de l'édifice sans le faire s'effondrer, si cette pièce donc ne propose pas encore un programme similaire, et peut-être plus intense encore. À l'image d'ailleurs de la saisissante toile du peintre Caspar David Friedrich, le moine au bord de la mer, qui comprend qu'au-dessus des nuages gris qui symbolisent la condition humaine, se trouve pour celui qui dressera son regard un ciel bleu qui va illuminer l'âme. La pièce pour piano, après avoir exposé la question existentielle sur la base d'une terrible dissonance, nous propose alors sa forme tripartite. La première, c'est une catabase. Elle est sombre, elle est tragique, elle s'enfonce dans le grave du piano. En son centre, une mélodie de l'amour, certes dépouillée, mais qui reste identifiable. Elle génère, elle, la dernière partie de la pièce, qui dématérialise le tout en une ascension vers un ciel bleu formidable et tendre, qui laisse son dernier accord comme en suspension, au-delà des sons, au-delà du temps, dans un absolu réduit à sa plus stricte simplicité. Le silence apaisé, comme si toute musique menait au repos, à l'image